Bonjour, messieurs, dames. Deuxième capsule sur l'appareil reproducteur, sur la sexualité. Dans la capsule, on a vu la partie reproduction femelle. Là, aujourd'hui, on va voir la partie reproduction mâle. Les parties qu'on va voir aujourd'hui, on va voir le pénis, on va voir ensuite les testicules, on va voir après, par la suite, les glandes, donc qu'est-ce qui va former le sperme, et on va voir finalement c'est quoi le sperme. Alors, comme avec la capsule féminine, moi, je vais me concentrer sur cette image-là. Par la suite, après chacune des images, vous allez avoir le texte si vous voulez ensuite par vous-même le relire et pour mieux comprendre et tout. Mais moi, je vais me concentrer seulement sur les images. Donc, premièrement, comme chez la fille, on avait l'anatomie interne et l'anatomie externe. On se rappelle que l'anatomie externe, c'était la vulve. Donc, toutes les parties, on pouvait regrouper ça sous le nom de la vulve. Et tout le reste qui était l'anatomie interne, c'était vraiment la partie qui s'occupait plus de la reproduction comme telle, donc de la création du bébé. Mais chez le gars aussi, donc on va avoir une partie interne puis une partie externe. Donc on va commencer par la partie externe. La partie externe s'appelle le pénis. Donc chez la fille, c'est la vulve, chez le garçon, c'est le pénis. On connaît un peu plus ça. N'importe qui, là, on sait un peu plus c'est quoi le pénis. Au contraire de c'était quoi la vulve, là, il y avait plusieurs personnes qui se trompaient quand on parle de vulve. Mais chez le pénis, absolument, tout le monde sait c'est quoi. Donc le pénis, en fait, qu'est-ce que ça va regrouper? Ça va regrouper ce qui est ici. Donc ça va regrouper l'urètre, le gland, le prépuce, le méa urinaire. Et j'ai rajouté, parce que sur votre image, on le montre, mais on n'en parlait pas, puis c'est quand même super important. Donc j'ai rajouté, puis je vais vous l'expliquer après, donc le corps caverneux et le corps spongieux. Donc, premièrement, le méa urinaire. Donc notre méa urinaire, comme chez la fille, le méa, ça veut dire trou, donc le trou urinaire, c'est l'endroit par lequel l'urine va sortir. Chez la fille, on se rappelle que le méa urinaire, on le montrait au niveau de la vulve, mais il ne fait pas partie de la vulve parce qu'il n'a pas de fonction de reproduction. Tandis que chez le garçon, il va y avoir une fonction de reproduction parce que c'est aussi l'endroit où il va y avoir le sperme qui va sortir par là. Donc, le sperme et l'urine sortent par le méa urinaire. Le méa urinaire, il est connecté à quoi? Bien, il est connecté à l'urètre. Donc, l'urètre, ici, c'est le tuyau qui est là, qui est blanc, et il va se terminer ici, l'urètre. Okay? Donc, l'urètre, c'est l'endroit, donc c'est le tuyau. Chez la fille aussi, on a une urètre. Donc, chez la fille comme chez le garçon, c'est connecté à la vessie. La vessie qui est ici. Encore une fois, on vous la montre, mais elle n'est pas nommée parce que ça ne fait pas partie de la reproduction. Mais la vessie, elle est ici. Et la vessie va être connectée à l'urètre pour pouvoir faire sortir l'urine. Mais comme vous voyez, il y a aussi ce tuyau-là, on va en parler dans quelques minutes. Mais ce tuyau-là aussi va être connecté finalement à l'urètre. Donc, les deux liquides, soit l'urine et le sperme, vont sortir par l'urètre pour finalement se rendre par le méa urinaire à l'extérieur. Ensuite, on a ici le gland. Donc, le gland, c'est la partie excitable chez le garçon. Donc, on se rappelle, chez la fille, c'était le clitoris qui est la partie la plus excitable. Chez le garçon, c'est le gland. Donc, le gland va avoir environ 6000 terminaisons nerveuses, ce qui le rend très excitable facilement. On se rappelle que chez la fille, chez le clitoris, ça va être 8000 terminaisons nerveuses, puis dans votre main, c'est autour de 3000. Donc, c'est pour ça que le gland est la partie la plus sensible chez le garçon. Au niveau du pénis comme tel, donc tout le long du pénis, on va avoir d'autres terminaisons nerveuses, ce qui fait que le pénis au complet va être très excitable, mais le gland, c'est vraiment la partie la plus excitable. On a finalement ici le prépuce. Donc le prépuce qui est une petite peau, quand même assez mince, qui vient recouvrir le gland pour le protéger. Ça a été probablement très utile dans une autre vie chez l'humain, là, dans le temps où les humains n'étaient pas très habillés, je dirais, pour protéger le gland. Très, très, très important. Je vous dirais qu'aujourd'hui, le prépuce a une importance plutôt moindre. D'ailleurs, il y a une chirurgie qui s'appelle la circoncision qui consiste à venir enlever le prépuce, donc à venir couper le prépuce. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut faire une circoncision. Et ça peut être une raison d'hygiène parce que ce qui se passe, c'est qu'entre le prépuce et le gland, il peut y avoir des accumulations de liquide humain, là, donc que nous, les gars, on va créer. Il peut y avoir une accumulation de sueur, il peut y avoir une accumulation de sperme, par exemple, qui pourrait se mettre entre le gland et le prépuce. Et si on lave pas bien, donc si on descend pas le prépuce lorsqu'on se lave, puis qu'on lave pas bien ça, ben ça peut commencer à créer des odeurs. Donc ça peut être juste une question d'hygiène. Ça se peut qu'un médecin vous propose à la naissance de votre garçon de faire une circoncision. Comme ça, l'hygiène se fait vraiment plus facilement. Il n'y a plus de problème parce qu'il n'y a plus d'accumulation qui peuvent se faire. Ça peut être aussi une raison médicale. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que certains garçons peuvent avoir le problème que le prépuce, lors d'une érection, ne va pas descendre en dessous. Parce qu'effectivement, quand on a une érection, le prépuce descend. Donc, il va venir, on appelle ça décaloter, là. Il va venir se décaloter par rapport au gland
puis le gland va devenir donc à l'air libre lors d'une érection, mais il y a certains garçons que ce qui va arriver, c'est que le prépuce ne va pas descendre en dessous et il va créer une pression sur le gland lors d'une érection, puis ça peut devenir très douloureux. Puis même s'il tire, même si le garçon va tirer pour essayer de descendre le prépuce, ça se peut qu'il ne réussisse pas à le descendre plus bas, ça peut devenir vraiment, vraiment douloureux. Donc ça, c'est possible aussi de pouvoir faire une circoncision à ce moment-là pour pouvoir enlever le prépuce parce qu'il devient donc dangereux, on pourrait dire. Finalement, il y a aussi les raisons religieuses. Donc, dans certaines religions, on va faire la circoncision. Chez les Juifs, chez les musulmans, entre autres, on va faire une circoncision bébé pour... c'est ça, c'est des raisons religieuses. Là. Ça faudrait vous demander plus à votre prof d'SCR à ce moment-là pourquoi ils font ça. Mais donc, dans certaines religions, ils font ça. Puis je le rappelle, il n'y a aucune incidence. Là. Aujourd'hui, si on habitait encore dans les bois, oui, il y aurait une incidence parce que les branches et tout pourraient venir nous frapper le gland, ça pourrait être dangereux. Mais sinon, dans un contexte qu'aujourd'hui, on a tout le temps ou presque des boxers sur nous ou des culottes avec des pantalons en plus, le danger que le gland soit à l'air libre et soit en danger sont quand même assez minimes maintenant. Donc c'est pour ça que c'est pas si grave si on fait une circoncision maintenant. Et dernière partie du pénis, donc de la partie externe, c'est la partie corps caverneux et corps spongieux. Le corps spongieux, c'est la partie plus rose pâle. Le corps caverneux, c'est celle qui a comme plein de trous, là, des cavernes. Les corps caverneux et les corps spongieux, c'est les deux parties qui sont responsables de l'érection. Donc, lorsqu'il va y avoir une excitation, quand je parle d'une excitation, ça peut être un frottement, ça peut être une idée, ça peut être une pensée sexuelle, ça peut être le fait que tu as entendu une musique qui te rappelle une relation sexuelle, ça peut être plein de raisons. Donc, dès que tu as une idée qui fait que tu as une excitation sexuelle, mais ça va envoyer un message, le cerveau va envoyer un message au corps caverneux et au corps spongieux de recueillir le sang. Donc, il y a plein de vaisseaux sanguins. Dans toute cette partie-là ici, il y a plein de vaisseaux sanguins. Et là, le sang, ce qu'il va faire, les vaisseaux sanguins, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sortir le sang des vaisseaux sanguins pour les envoyer à l'intérieur du corps caverneux et du corps spongieux. Et là, ils vont venir se gorger de sang. Mais ça va faire un peu comme le principe d'une ballonne d'eau. Si je prends une ballonne d'eau et que je la gonfle d'eau, ben, elle devient de plus en plus grande et elle devient de plus en plus dure. Donc, c'est le même principe avec le pénis. Quand le sang va rentrer, ben, le pénis va se gonfler de sang et il va devenir de plus en plus grand et de plus en plus dur. C'est ce qui va permettre donc l'érection et c'est ce qui va permettre la pénétration. Sans excitation ou sans érection, en fait, la pénétration, elle est donc impossible. L'éjaculation aussi, elle est impossible. Et donc, le rapport sexuel dans le but d'avoir un enfant, je vous rappelle que là, je parle vraiment dans le but de la reproduction. C'est possible d'avoir des relations sexuelles sans nécessairement avoir d'érection, mais dans le but d'une reproduction, s'il n'y a pas d'érection, la pénétration va être impossible et donc l'éjaculation aussi va être impossible. Quand l'excitation se termine ou quand elle arrête, ben là, il y a un autre message qui est envoyé au cerveau pour dire OK, ben, le corps caverneux, il peut donc laisser aller le sang. Et donc, là, le sang va tout retourner à l'intérieur des vaisseaux sanguins, puis il va retourner après vers le cœur. Super important de comprendre qu'une érection ne doit pas durer de plus qu'une heure environ. Pourquoi? Parce que quand le sang il rentre dans les corps caverneux et dans les corps spongieux, le sang il devient stagnant, il devient comme un marais. Le sang arrête de bouger. Le sang que j'ai dans mon bras, il est tout le temps en train de bouger. Donc, j'ai du sang qui se promène à cause que mon cœur bat. J'ai du sang qui se promène dans mes artères et revient par les veines vers le cœur. Dans le pénis, lors d'une érection, le sang arrête de bouger, il devient stagnant. C'est comme une flaque d'eau qui arrête de bouger. Ce qui se passe, c'est que si le sang ne bouge pas pendant longtemps, ben, il peut sécher, il peut faire des caillots, puis ça peut devenir dangereux. Donc, si vous avez une érection qui dure plus qu'une heure, ce qui est assez rare, parce que je vous dis, quand vous avez une relation sexuelle puis vous avez une érection, mais ce qui va se passer souvent, c'est que pendant la relation sexuelle, du moment que vous n'allez pas être nécessairement en pénétration, ben ça se peut très bien que le pénis va débander, donc il ne sera plus en érection, puis là, vous n'allez même pas vous en rendre compte, puis là, l'excitation va revenir rapidement par rapport à l'acte qui est en train de se passer, puis là, votre érection va revenir. Et ça, c'est bien, parce que là, ça fait bouger le sang, parce que dès que l'érection arrête, le sang s'en va, dès que l'érection revient, il y a du nouveau sang. Mais si l'érection comme telle, une seule érection dure plus qu'une heure, ça peut devenir dangereux. Ça peut être même important d'aller voir un médecin à ce moment-là, d'aller à l'hôpital. On a déjà vu des personnes qui ont eu des érections qui duraient 4 heures, puis ça peut vraiment même devenir dangereux au point de faire une crise cardiaque, par exemple, parce que s'il y a un caillot de sang qui se déloge du pénis à ce moment-là, ben, ça peut aller vers le cœur et faire une crise cardiaque à ce moment-là. Mais je vous rassure, c'est plutôt rare. Faites juste être attentif. Ça peut être un moment, là, si vous voyez que ça commence un peu à faire mal, ben, vous pouvez dire à votre partenaire ou à votre partenaire, hey, on va prendre une mini-pause, on va faire d'autres choses, juste le temps que mon érection s'en aille, puis à la grosse limite, aller chercher un peu de glace. Mais pour vrai, sinon, ça serait quand même étonnant que ça dure plus qu'une heure. Voilà, donc ça, c'est pour la partie externe. Ça, on en a parlé. Maintenant,
Testicules et canaux. Donc, les testicules, c'est ici. Donc, les testicules, c'est la glande mâle. Donc, chez les filles, c'est l'ovaire. Chez le garçon, c'est le testicule. Les testicules, on en a deux. Donc, les testicules sont à l'intérieur du scrotum. Le scrotum, c'est une peau, c'est de la peau. C'est comme un sac de peau qui est à l'extérieur du corps, et les testicules sont à l'intérieur de ça. C'est une peau quand même assez mince. Donc, du moment qu'on vient toucher le scrotum, on touche assez rapidement aux testicules. On peut même sentir assez facilement la texture d'un testicule, parce que la peau du scrotum, elle est très mince. Le testicule, donc, c'est, comme je le disais, c'est la glande principale du garçon, donc qui va faire la testostérone, qui est l'hormone mâle, et qui va faire les spermatozoïdes. Donc, ça, c'est le rôle principal. Pourquoi les testicules sont à l'extérieur du corps, donc dans le scrotum? C'est parce que les testicules ont besoin d'une température d'environ 35 degrés Celsius pour pouvoir bien fonctionner et faire les spermatozoïdes. À l'intérieur de votre corps, vous savez que votre température elle est de 37. 37, c'est trop chaud pour faire les spermatozoïdes, ils vont pas bien se faire. Donc, c'est pour ça que le corps a comme décidé de faire sortir les testicules un peu, puis les mettre à l'intérieur du scrotum. Mais voilà. Mais sauf que s'il fait trop froid, donc mettons l'hiver qui fait trop froid, ben les gars, vous avez déjà senti que vos testicules, ils étaient comme un peu plus rentrés vers l'intérieur. Mais c'est parce que s'il fait trop froid, c'est pas mieux. Donc c'est pour ça que là, il est mieux avoir un peu plus chaud, puis ils vont rentrer vers l'intérieur. Donc c'est ça, ils vont rentrer dans le corps. Puis vous allez avoir l'impression de ne plus avoir de testicules, mais ça, c'est parce qu'il fait trop froid. Ça peut faire aussi l'effet inverse s'il fait vraiment, vraiment très, très, très chaud. Si, mettons, il fait 45 degrés dehors, ça se peut que les testicules aussi rentrent parce que 45, c'est trop chaud pour elle. Voilà. Et finalement, le dernier tuyau, voyons, le dernier tuyau ici, qui est le canal déférent. Le canal déférent, c'est le canal qui va envoyer les spermatozoïdes vers les dernières glandes qu'on va voir dans quelques instants. Et vous avez par-dessus là, une genre de coupe de cheveux, par-dessus c'est pas des cheveux, c'est une glande, là, mais par-dessus le testicule, ça s'appelle l'épididyme. L'épididyme, c'est un peu l'entrepôt à spermatozoïdes. Donc, nos spermatozoïdes qui sont créés à l'intérieur des testicules vont venir attendre pour devenir à maturation, donc d'être le plus mature possible, pendant une vingtaine de jours à l'intérieur de l'épididyme. Puis quand le garçon va avoir une éjaculation, ben, ils vont sortir de là. Puis vous allez dire, ouais, monsieur, je peux avoir une éjaculation aujourd'hui puis une éjaculation demain. Ouais, mais dans l'épididyme, il y en a vraiment beaucoup qui est stocké. Donc l'éjaculation que tu as eue aujourd'hui versus l'éjaculation que tu vas avoir demain, ben, c'est des spermatozoïdes qui ont été créés à des moments différents. Voilà. Donc encore une fois, vous avez toutes les explications écrites ici. Finalement, donc, les glandes qui vont former le sperme. Donc, on a deux glandes principales qui sont la vésicule séminale, ici, et la prostate. Donc, deux glandes qui y seulement chez les garçons. Elles créent le sperme en grande quantité, et le sperme, on va voir dans quelques instants à quoi ça sert. Et finalement, on a juste en dessous, je pars ma souris ici, on a la glande de Cooper. La glande de Cooper, elle, va venir servir à créer le liquide prééjaculatoire. Le liquide prééjaculatoire, c'est un petit liquide transparent qui ne va pas sortir en très grande quantité, là, vraiment pas beaucoup, et qui va sortir au début de l'excitation. Donc, dès que le garçon va commencer, même pas nécessairement à avoir une érection complète, dès qu'il va commencer à avoir une excitation, la glande de Cooper va commencer à sortir un tout petit liquide transparent, et son but, ça va être de venir nettoyer l'urètre. Parce que je vous rappelle que l'urètre sert aussi à sortir l'urine. Donc, la glande de Cooper envoie un tout petit liquide dans l'urètre avant qu'il y ait une éjaculation, donc au début de l'excitation sexuelle, pour venir nettoyer l'urètre, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'urine lors de l'éjaculation. Donc, elle vient vraiment envoyer un tout petit liquide transparent qui vient venir laver tout ça. Et là, vous allez vous dire, ouais, mais monsieur, dans une relation sexuelle, ça se peut-tu que j'urine en même temps? Non, parce que dès qu'il y a une excitation sexuelle qui se produit, la vessie, ici, il y a une petite porte qu'on appelle un sphincter. Dès qu'il y a une érection, dès qu'il y a une excitation sexuelle, le sphincter va se fermer. Donc, c'est le même sphincter que vous fermez quand vous avez envie, puis que vous ne voulez pas aller aux toilettes tout de suite, quand vous vous forcez là, pour pas aller aux toilettes. Mais c'est le même sphincter, sauf que lors de la relation sexuelle, il est fermé absolument. Comme ça, l'urine ne peut pas jamais sortir. Voilà, donc ça, c'est une autre image pour le voir dans un autre sens, mais c'est comme si on voyait de face présentement. Donc, encore une fois, vésicule séminale et prostate ici. Et ça se ramasse ici dans, ah oui, j'en ai oublié d'en parler, le canal éjaculateur. Le canal éjaculateur, c'est un tout petit canal qui a entre la vésicule séminale jusqu'à l'urètre. Donc, il fait vraiment juste cette petite distance-là. C'est pas si important. Voilà, ça, j'en ai parlé. Finalement, le sperme. Donc, le sperme, c'est un liquide qui est blanchâtre et visqueux, qui va sortir du pénis lors de l'éjaculation. Il est un peu basique pour pouvoir venir neutraliser un peu l'acidité du vagin. Donc, on ne va pas la neutraliser au complet, mais vous vous souvenez que j'en ai parlé, donc l'acidité le vagin est un peu acide pour pouvoir protéger le vagin. Il y a un pH entre 3,8 et 4,5, donc c'est acide. Donc, le sperme, il est un petit peu basique pour pouvoir venir neutraliser ça, pour être sûr que les spermatozoïdes ne meurent pas. Donc, voilà. Donc, avec l'acidité du vagin qui est entre 3,8 et 4,5 et la basicité du sperme, ben, on peut venir un peu neutraliser pour être sûr que les spermatozoïdes ne meurent pas.
En plus, il va avoir des substances à l'intérieur du sperme qui vont faire que quand le sperme va rentrer à l'intérieur du corps de la fille, je vous rappelle que quand je parle en ce moment de nos relations sexuelles, je parle vraiment dans un but de reproduction. Donc, c'est pour ça que je parle de relations hétérosexuelles. Mais donc, tout ça peut aussi se passer dans des relations donc, homosexuelles. Là. C'est pas le but de la chose, là, mais c'est vraiment que là, je parle de relations hétérosexuelles parce que la biologie fait que c'est pour se reproduire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur du sperme, on va avoir des substances qui vont venir favoriser des mini-contractions de l'utérus, des mini-contractions des trompes de Fallope, qui vont faire que le sperme va pouvoir avancer plus facilement, donc favoriser que les spermatozoïdes puissent se rendre jusqu'aux ovules de chaque côté. Là. Si l'ovule a été créé à droite ou il a été créé à gauche ce mois-ci, mais donc c'est vraiment pour favoriser les mini-contractions, pour favoriser la montée des spermatozoïdes. Donc le sperme comme tel est composé de 10% de spermatozoïdes. Donc sur tout le sperme, là-dedans, il y a juste 10% que c'est des spermatozoïdes. Et le reste, c'est du liquide pour pouvoir favoriser le déplacement. Et il y a beaucoup de nutriments à l'intérieur du sperme pour pouvoir nourrir les spermatozoïdes. Un mythe qui existe depuis longtemps, c'est qu'il y a plusieurs garçons qui vont dire à leur partenaire que le sperme, c'est très bon pour la santé. Et donc, lors d'une fellation, il faudrait que tu avales parce que c'est super bon pour toi. Pour vrai, là, je fais ça vraiment pour toi. C'est vraiment bon que tu avales parce que le sperme, il est bon pour toi. C'est pas vrai. Okay? Donc, c'est un faux mythe. S'il y a un gars qui vous dit ça un jour dans votre vie, vous avez le droit de lui rire en pleine face. C'est pas vrai. Le sperme, c'est pas bon pour vous. Okay? Les nutriments qu'il y a à l'intérieur, oui, c'est du sucre, oui, il y a des protéines. Donc là, vous pouvez dire, hey, c'est plein de protéines, plein de sucre, c'est bon pour nous. Mais non, la quantité qu'il y a à l'intérieur, c'est minuscule. C'est pour vrai, la quantité qu'il va y avoir de nutriments, si tu avales ça, c'est pas assez de nutriments pour que ce soit bon pour toi. C'est pas dangereux, ok? Il n'y a pas de danger à avaler du sperme, à part s'il y a une ITSS. Là. Donc, si la personne a une ITSS, oui, il peut y avoir un certain danger. Mais si la personne n'a pas d'ITSS, il n'y a pas de danger à avaler le sperme. Mais il n'y a pas non plus de plus-value. C'est pas bon pour toi, c'est pas miraculeux comme liquide. Là. C'est pas bon pour la peau. Il y a des gars aussi qui vont dire ça à leur partenaire que hey, c'est bon pour la peau, tu sais, je pourrais avoir une éjaculation sur toi, puis c'est pas grave, c'est bon pour toi. C'est pas dangereux non plus pour ta peau, mais c'est pas bon pour ta peau. Donc, ce genre de discours-là, il y a plusieurs garçons qui peuvent avoir ce genre de discours-là pour pouvoir aller chercher une relation, un type de relation sexuelle autre qu'il faudrait aller avoir parce que c'est excitant pour la personne, pour le garçon. Mais à part ça, à part que c'est excitant, la raison qu'il donne en disant que c'est bon pour toi, que c'est bon pour ta peau, que c'est nutritif, c'est pas vrai. Donc, si un jour vous avez un garçon qui vous dit ça, vous avez le droit de dire en pleine face non, puis après ça, de prendre votre décision avec un choix éclairé. OK? Donc, sachez-le. Et finalement, ben, je vous ai mis, comme avec la vidéo des filles, donc de l'appareil reproducteur féminin, je vous ai mis aussi donc deux vidéos, encore une fois. Donc, dans les deux prochaines vidéos, vous allez voir des vrais pénis, des images de vrais pénis. Encore une fois, je le rappelle, c'est des images qui sont faites par Teljeune et Télé-Québec. Donc, c'est bien fait, c'est pas pornographique, là, c'est vraiment donc, très éducatif. Mais si c'est quelque chose qui vous gêne, encore une fois, ça peut arriver. Dans la première vidéo, les images vont apparaître entre 2 minutes 30 et 3 minutes. Donc, quand vous allez arriver à ce moment-là, faites une pause, puis allez un peu plus loin, puis recommencez à écouter la vidéo si c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous ne vous sentez pas prêt. Il n'y a pas de problème. Vous pourrez la regarder plus tard quand vous allez vous sentir prêt. Dans la deuxième vidéo, c'est plus court, mais c'est entre 2 minutes 25 et 2 minutes 40. Donc, dans ces moments-là, donc première vidéo 2 minutes 30 à 3 minutes, deuxième vidéo 2 minutes 25 à 2 minutes 40, il va y avoir des vraies images de pénis. Mais sinon, si vous n'êtes pas prêt à voir ces vidéos-là, je vous conseille quand même de regarder la vidéo, sauter ces bouts-là, parce que la vidéo, elle est super pertinente, encore une fois. Ça va répondre à certaines de vos questions. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Les exercices, dans le fond, vous finissez les pages, les mêmes pages que vous aviez commencé au niveau féminin. Là, vous les finissez avec la partie qui reste au niveau masculin. Je vous rappelle aussi, je vous invite fortement à m'écrire vos questions sur Showbie. Moi, je vais pouvoir vous répondre. Il y en a déjà quelques-uns qui l'ont fait, puis j'ai répondu très rapidement. Voilà, donc je vous invite à me poser vos questions cette fois-ci sur l'appareil reproducteur masculin. Bonne fin de journée!